Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, je rappelle ici que nous recevons deux invités ici dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions du dialogue national inclusif et souverain. Il s'agit ici du diagnostic du climat des affaires au Tchad et comment améliorer le climat des affaires au Tchad. Pour cette deuxième partie, il est question ici de comment améliorer le climat des affaires au Tchad. Monsieur Senoussi, alors, dites-nous comment approfondir le cadre physique, comme nous l'avons si évoqué dans la première partie de notre émission. Nous avons eu à diagnostiquer les problèmes que rencontre le climat des affaires au Tchad. Mais maintenant, dans la deuxième partie, dites-nous comment améliorer le cadre physique du climat des affaires au Tchad. Voilà, merci pour cette question qui englobe plusieurs aspects. On l'a dit tout à l'heure. D'abord, il y a les problèmes de route au Tchad. Vous savez que depuis les années 90 à nos jours, le feu maréchal avait pris pour objectif essentiel quand même de développer les infrastructures routières. Ce qui fait que le Tchad a autour de 3000 routes bitumées. Donc c'est un avantage certain. Mais on ne l'a pas dit peut-être lors de la première partie, sur le plan de vue communication, le transport aérien avec des sociétés nationales qui ont échoué, avec les coûts d'accès à notre territoire, avec les billets d'avion qui coûtent cher, pose problème quand même. Même à l'intérieur du pays, on n'arrive pas à voyager. Voilà, vous voyez. Donc l'idée, véritablement, la communication, il faut la développer. La développer de manière intelligente, en fonction de nos moyens et de nos ressources. Et vous savez que les routes transaériennes qui sont prévues, je crois, devaient améliorer nettement cela. Et donc, le gouvernement a pris différentes décisions. Vous voyez quand vous examinez la route bitumée qui part de N'Djamena jusqu'à Abéché. Et déjà, on a entamé la construction des routes Abéché-Abgouleigne. Mais Abgouleigne-Adré n'a pas de financement pour l'instant. Donc il faut accélérer tout cela. Il faut accélérer pour que, si on estime que le port de Douala ou le port de Cotonou ou de Lagos ne répondent pas à nos besoins, on peut aller avec le port de Soudan. Donc, procéder à des moyens alternatifs de communication avec l'extérieur et donc développer nos échanges. Donc, la partie communication, quand même, c'est un volet important. Sauf que la contrainte, ce sont des investissements lourds. Et vous savez que nous, notre budget ne peut pas financer, donc il faut négocier avec les partenaires. Et les partenaires ne donnent qu'en fonction de notre capacité de rembourser, puisqu'il s'agit de prêts. Même les prêts long terme, quand même, sont difficilement mobilisables. Et donc, l'idée, d'abord, c'est de compter sur ça. Le deuxième aspect, pour aller plus vite, c'est par exemple la question de l'énergie. L'énergie, M. Bahar, vous l'avez rappelé tout à l'heure, commence par s'améliorer. Ça, c'est les promesses faites par le président de transition. Pas du tout. Non, le président de transition. Nous ne sommes pas politiques, nous sommes techniciens. Non, j'ai dit. Non, ce n'est pas un discours politique. Non, j'ai dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que réellement la question énergétique est-elle déjà résolue au Tchad? Non, elle n'est pas résolue. Elle est en cours. De façon à permettre à attirer nos investisseurs. Tout à fait. Mais comment faire? Tout à l'heure, j'avais mentionné qu'il faut faire les réformes dans la durée. Évidemment, depuis une semaine, je crois, on assiste quand même à la présence. Une semaine. Voilà. Une semaine. C'est trop court pour le dire. D'ici mars. Voilà, donc c'est vrai, depuis une semaine, on assiste quand même à une certaine amélioration. Et comme tu l'as dit, moi j'avais rappelé qu'il faut faire les réformes dans la durée. Et je crois que les premiers tests de la SNE, c'est la période mars-avril. Et donc s'ils parviennent à maintenir ces caps d'ici mars-avril, bon, on va se battre tous pour que, bon, à l'avenir, cette question soit résolue. Parce que c'est vraiment la question fondamentale. Cette question, je crois que si le ministre de l'énergie était là, il devait peut-être nous rassurer. C'est ça, il pourrait nous rassurer, mais suivant les déclarations que nous avons suivies et tout ça... C'est des déclarations politiques. Voilà, nous estimons... Il faudrait que ce soit un débat. Voilà, tout à fait. Voilà, comme on le dit, donc, donnez-leur ces tests mars-avril. S'ils arrivent à franchir en fournissant donc, de l'électricité en N'Djamena et aussi dans les grandes villes, en ce moment, bon, puisqu'on avait trouvé une solution une fois, on peut aussi réitérer pour rendre ça pérenne. Et aussi pour analyser, pour compléter cette question, je crois, c'est-à-dire que la partie disponibilité énergétique actuelle, c'était pour satisfaire la demande domestique. Même l'énergie est chère. Voilà, c'est domestique. Oui. Or, la partie développement industriel a besoin d'un excédent énergétique important. Mais il faut commencer d'ailleurs. C'est pour ça qu'on encourage. Vous savez, dans ce pays, on refuse d'encourager les gens.
Mais j'encourage la ministre déléguée en charge de l'énergie, que je connais personnellement, avec le ministre en charge du pétrole et de l'énergie, avec le chef de l'État quand même, qui ont donné un cap. Donc le cap est déjà bien entamé. Puisque ce n'est pas de la politique dont il s'agit, mais il faut commencer quand même. Puisque on a commencé, on tient jusqu'à mars, avril, les domestiques sont satisfaits. Maintenant, d'autres leviers peuvent intervenir, notamment par la mise en place de... Maintenant, la tendance générale au niveau international, c'était les énergies renouvelables, dont le Tchad a quand même des dotations importantes. Donc il faut mettre ça à disposition des entreprises pour qu'elles produisent. Ce n'est pas pour regarder la télé le soir, hein. C'est pas ça la finalité, même si ça contribue au bien-être. Mais l'idée, véritablement, c'est de contribuer à la création de richesses. C'est ça la finalité de l'énergie. Mais la question sécuritaire reste aussi au centre des préoccupations. Oui. La question sécuritaire. Nous avons de l'autre côté Boko Haram qui sévit. C'est ça. Les questions sécuritaires, disons, ont un impact assez négatif sur le développement de l'économie. En ce sens que, par exemple, les régions qui sont affectées, vous prenez la région du lac, par exemple, les activités sont au ralenti et donc les populations sont en difficulté pour avoir des ressources. Ça, c'est un élément. D'autres impacts, c'est que quand vous avez des pressions sécuritaires, ça met une pression sur le budget. Sur le budget de l'État, il faut financer cette sécurité-là. Et dès que vous financez cette sécurité, peut-être que l'État aussi aura besoin de ressources qu'il ira collecter au niveau du secteur bancaire. En faisant ça, c'est des ressources qui auraient pu financer le secteur privé, mais l'État, comme il a un besoin, ce qu'on appelle en économie l'effet d'éviction, et donc des ressources qui auraient dû aller au secteur privé peuvent aller aussi au niveau pour le financement de l'économie. Tout à fait. Du budget, j'allais dire. Et donc ça peut avoir des impacts multiples. Hein. Donc c'est pourquoi il est important aussi de travailler sur ces questions-là. Et je crois que l'une des solutions, c'est au niveau des régions qui sont affectées, il faut disons, garantir la sécurité, combattre le terrorisme, mais aussi il faut aller à la base. Il faut offrir des projets qui peuvent donner de l'emploi, parce que nous avons eu des rapports dernièrement du PNUD, je crois, qui mentionnent que la majorité des repentis terroristes, leur motivation, c'est des motivations économiques. Et si tel est le cas, l'État doit se battre pour leur offrir des emplois, pour leur dissuader d'aller vers tout ce qui offre des possibilités macabres de terrorisme et autres. Donc, la question sécuritaire est importante à plusieurs titres. Il faut, assurer la sécurité à très court terme, mais dans le long terme, il faut penser à aller chercher les solutions à la base. Oui, au-delà des problèmes évoqués ici, des infrastructures, nous avons évoqué la question de l'énergie, la question de la sécurité. Directeur général, nous constatons aussi qu'il y a une certaine lourdeur administrative dans le climat des affaires. Comment promouvoir la bonne gouvernance dans le climat des affaires? Parce que la corruption est en train de gangréner aussi le climat des affaires. Ça, c'est une question à 1 million. La réponse est très difficile. Non, elle n'est pas difficile, elle est là. Je vous dis qu'elle est très difficile. Non, n'avez pas de donner la réponse. Elle est déjà très difficile parce que déjà l'administration n'a pas été à la hauteur des ambitions politiques. Vous savez que l'administration est quand même la structure en charge de mise en œuvre pratique des orientations politiques et que notre administration n'a pas su quand même répondre à cela. Il y a une pratique au Tchad, quand vous passez dans un bureau, même pour des simples choses banales, hein, oui. Vous voulez prendre un dossier d'un bureau à un autre, tant que vous ne mettez pas la main dans les poches, rien ne bouge. Ça, c'est une question même, c'est devenu, même pour la moindre chose à faire, les gens prévoient déjà quelque chose hein, pour venir régler ce genre de problème. C'est pas que la personne veuille bien donner à un certain niveau à quelqu'un, peut-être c'est pas de cela qu'il s'agit, mais les personnes exigent au préalable de donner de l'argent avant d'agir. Et encore que quand vous donnez l'argent, quelle qualité de service est produit? C'est ça l'autre question également. Alors que la qualité des services produits ne répond pas. On a dit au titre de la création d'entreprises, la mise en place de l'autre pour les questions foncières, les guichets uniques, par exemple, quand on a mis en place, on a contractualisé avec une société étrangère, mais quand la société s'est retirée, on a du mal déjà à opérationnaliser. Alors que c'est un pilier
important, comme l'a dit M. Bahar, qui a véritablement amélioré la notation du Tchad au titre du rapport d'une business. En une année, de 2019 à 2020, la note du Tchad a changé au motif qu'on a mis en place le guichet unique avec l'ANIE, également au titre dans le cadre d'un guichet unique. Finalement, ce dispositif n'est pas opérationnel, du moins il fonctionne quand même très mal. Il faut que l'administration soit à la hauteur de ses ambitions et que le problème de la corruption soit géré de manière intelligente. N'est pas axer toute la politique vers la répression, parce que quand on parle de répression, ça veut dire qu'on a laissé la personne détourner avant de réprimer. Et ça, c'est pas intelligent. L'intelligence, c'est d'orienter vers la prévision, vers la prévention, pardon. Il faut prévoir que il y a des risques majeurs dans tel secteur, dans tel domaine de corruption ou de détournement des biens publics. Il faut anticiper. Comment prévoir la corruption? Oui, on peut prévoir. On peut mettre des leviers, c'est-à-dire des systèmes d'alerte ou des mécanismes de contrôle concomitant des activités ou des dépenses publiques pour dire qu'avant que le détournement ne fasse, on peut contrôler et surveiller les personnes à charge un peu des dépenses importantes. Et quand vous attendez que la personne a 10 milliards, elle dépense 9 milliards, elle détourne 7-8 milliards, vous venez vous l'attraper. Bien sûr que vous l'attrapez, mais vous n'avez pas réglé le problème. Alors que si vous anticipez, dès qu'il détourne les premiers 10 millions, vous l'attrapez, le problème est réglé. Vous le remplacez, vous mettez quelqu'un d'autre. Et les choses peuvent s'améliorer. D'où la question de la gouvernance à travers un mécanisme de contrôle vraiment efficace de l'administration. Et ça, c'est un chantier. On ne peut pas identifier des mesures ponctuelles, mais je crois avec une politique publique beaucoup plus efficace, on peut arriver à un résultat. Mais nous avons eu des institutions qui étaient mises en place dans le cadre de la lutte contre la corruption. Nous prenons par exemple l'inspection générale d'État. Oui. Qu'est-ce que cette inspection générale d'État a pu faire, hein? Quel a été son rapport? Oui, pour l'inspection générale d'État, je crois que le docteur Senoussi est mieux placé parce qu'il a été inspecteur général d'État. Mais ce que je voudrais mentionner, donc, je m'intéresse un peu aussi aux questions de réforme du secteur public. Et je voulais venir, disons, à ce qu'il dit comme, disons, la corruption, la lutte contre la corruption est difficile. Et je voulais expliquer pourquoi c'est difficile. Vous savez, les réformes du secteur public, disons, les gens assimilent comme de l'iceberg. On appelle ça institutional iceberg. De l'iceberg. Et la partie qui est formelle, texte, loi, règles, tout ça là, ça compte pour 10%. Les 90 autres %, c'est tout ce que les gens font en bas. Comment ils se comportent, quelles sont les pratiques, hein? Tout ce que vous voyez, donc le comportement des gens, s'il y a des gens qui font de la corruption, encourager, tout ça, encourager, voilà. Inscrit dans le patrimoine génétique. Voilà, tout ça, ça compte pour 90%. Et ceci, c'est assorti des études assez crédibles. Donc c'est pourquoi on ne peut pas vraiment changer cette question-là très facilement. Mais comme on l'a dit, donc il faut, comme il l'a si bien proposé, hein, donc proposer des mesures assez rapides, mais les maintenir dans la durée. Est-ce que vous comprenez? Nous avons eu l'IGE qui a fait ce qu'il pouvait faire, avec toutes ses faiblesses et forces. Bon, l'IGE a été, je crois, supprimé. Maintenant, on réfléchit à d'autres mécanismes. Mais il faut inscrire cette question dans la durée. Et moi, ma proposition, c'est de revenir vers les institutions qui ont ce rôle-là. Vous avez la Cour des comptes, vous avez l'inspection générale des finances, et amener la Cour des comptes à asseoir ce véritable contrôle, hein, contrôle externe du secteur public. Ce n'est que le changement de nom. C'est ça. Ensuite, il faut aussi encourager l'Assemblée nationale qui a, dans le cadre de la nouvelle réforme, qui a quand même une mission de contrôle, qu'il arrive à asseoir cela. Vous avez les services du contrôle financier. Avant, ils ne le faisaient pas. Maintenant, la réforme leur permet de faire, par exemple, ce qu'on appelle le contrôle de la sincérité, à la préparation même du budget. Ils regardent le budget, si le budget est sincère ou pas. Si le budget n'est pas sincère, le contrôleur financier peut déjà refuser, disons, cette programmation budgétaire. Je crois que tout ça, c'est des possibilités que nous avons, mais qui n'ont pas encore été mises en œuvre, et il faudrait les mettre en œuvre et les maintenir dans la durée pour avoir de résultats. C'est-à-dire, pour compléter encore par rapport à cette question, c'est que la réflexion est en cours pour la mise en place d'une nouvelle structure appelée Autorité indépendante de lutte contre la corruption, recommandée au titre du dialogue. Donc la réflexion est en cours bientôt. Je crois le ministère en charge de la coordination du gouvernement, secrétaire général du gouvernement, dans le cadre du comité technique,
va disposer donc du projet. Et donc on tire un peu les leçons, comme il l'a dit tout à l'heure, des faiblesses qu'il faut écarter et des forces qu'il faut renforcer, etc. Mais je crois dans le cadre de lutte, l'idée fondamentale, c'est de créer la transparence. La transparence dans le circuit administratif. Vous savez que quand vous entrez dans une administration au sein de laquelle il y a un circuit financier, il faut dématérialiser tout ce qui est support papier qui exigerait la présence physique des personnes. Ça, j'insiste vraiment, il faut entamer cette réforme. De sorte que chaque service... Est-ce que c'est faisable? Oui, c'est bien faisable. Beaucoup de pays ont réussi cela. C'est-à-dire chacun dans son bureau trouve un dossier qui vient par voie électronique. Il est censé le valider ou alors s'il ne l'examine pas, il fait exprès dans un délai déterminé, la solution automatiquement le valide en son nom et il aura la responsabilité de ce dossier, ou alors il rejette et il doit motiver. Et donc la personne doit recevoir en amont là-bas le rejet pour ensuite corriger le dossier et le mettre en circuit. Comme ça, il y aura moins de personnes physiques devant les gens, mais vous savez que toutes les réformes au niveau des finances publiques ou même ailleurs n'ont pas abouti parce que les services en charge de mise en œuvre, eux-mêmes, ils veulent que les gens viennent les voir physiquement. Donc vous voyez la difficulté dans laquelle on est. C'est pour ça que les orientations du gouvernement doivent être fortes pour exiger à ce que chaque ministère mette un dispositif d'une administration véritablement dématérialisée. Ça, c'est l'objectif qu'on pose. C'est un cap, hein. On ne peut pas le faire en 1 ou 2, 3 ans, mais c'est un cap vraiment qu'il faut mettre en place. Oui, peut-être une anecdote dans le cadre de... Vous dites qu'il n'y ait pas la présence physique de certaines personnes, n'est-ce pas? Bon, une anecdote, un ancien ministre de Transport qui avait voulu mettre des éléments de contrôle au niveau de fonds d'entretien routier, de telle sorte que tout soit contrôlé automatiquement et malheureusement, il a été démis de ses fonctions. Est-ce que ça ne va pas être le même cas? Non, c'est-à-dire que l'idée, c'est de justifier un peu toute démarche. C'est de rapporter au gouvernement pour dire voici la quintessence de la politique qu'on devait mener. Et donc, c'est au niveau de la primature que ça devait se faire, cette stratégie. Parce qu'elle n'est pas sectorielle. Ça ne concerne pas un seul département. Ça concerne tous les départements ministériels qui doivent entamer un processus. Et donc, c'est une politique qui engage toute l'administration publique. Et le chef de l'État sera la caution de la mise en œuvre. On va mobiliser les ressources, les hommes, mobiliser les institutions en charge de la mise en œuvre et on va se fixer les caps avec des indicateurs de performance et on peut évaluer à chaque fois et chaque année, à chaque étape pour voir est-ce que ça évolue bien, qu'est-ce qu'il faut corriger et ainsi de suite. On peut atteindre des objectifs et donc sous le contrôle de l'Assemblée nationale qui peut véritablement interpeller le gouvernement, je crois, un tel processus peut aboutir. Au niveau de la justice, le ministre de la Justice a entamé ce qu'on appelle le programme e-justice avec l'appui du PNUD. On a déjà entamé pour dématérialiser tout ce qui est circuit judiciaire. Vous savez que les juges, quand ils rendent une décision, ils rendent la décision, mais ils gardent la main sur le dossier, ils dorment. Le e-justice permet donc éventuellement pour un juge qui a enrôlé un dossier qui a rendu la décision, de suivre un peu, dans le cadre d'un reporting dont l'inspection peut disposer, la durée dans laquelle il a pris pour rendre la décision et la rédiger. S'il prend 6 mois pour rédiger une décision, c'est qu'il a commis une faute administrative. Et donc il faut le poursuivre. Donc vous voyez, la dématérialisation donne beaucoup plus de clarté et de lisibilité, ce qui fait qu'il y a des moyens de contrôle efficaces. Donc l'administration va vraiment monter en puissance. Cela ne va pas éradiquer à 100% la corruption, mais va limiter quand même l'impact de la corruption, parce que vous savez que peut-être M. Barre a fait des études dans ce domaine, l'impact de la corruption sur les niveaux de vie de la population, c'est quand même un élément important qu'il devait peut-être commenter un peu pour nous aider à comprendre. Oui, je voulais peut-être, avant de parler de l'impact de la corruption sur le niveau de vie, revenir sur la question de la dématérialisation. Vous savez, au niveau du ministère des Finances, nous avons connu plusieurs expériences d'informatisation. Et avec des résultats qui sont plus ou moins mitigés. Aujourd'hui, il faut se réjouir qu'il y a quand même des efforts qui se font en termes de dématérialisation au niveau du ministère des Finances. Mais le problème, c'est que les gens appellent ça la mère des réformes. C'est-à-dire que si vous réussissez déjà la réforme du système informatique, vous réussissez le reste. C'est difficile, comme on l'a souligné au début. Il faut faire tout pour aboutir à cette réforme. Pourquoi? Parce que cette réforme
nous permettra vraiment d'éviter le contact physique à plusieurs stages du cycle budgétaire. Et donc ça permettra aussi de voir comment les dossiers circulent. Par exemple, je me souviens, à un moment donné, on avait défini des délais, par exemple, au niveau des responsables qui traitent les dossiers. Vous traitez le dossier, vous m'envoyez, et si ça reste chez moi, au-delà d'un délai qui a été déjà défini, ça montre rouge, ça clique, et tout le monde sait que le dossier est chez moi. Ça, on l'a déjà expérimenté, et peut-être ça n'a pas fait long fait. On a aussi fait d'autres expériences. On a transporté des dossiers avec des mallettes, tout ça, pour éviter que, que les dossiers soient suivis des gens qui sont dans les circuits, tout ça. Tout ça n'a pas abouti à grand-chose. Aujourd'hui, avec, je crois, l'appui du Rwanda, on avance un peu. Il faut faire tout pour aboutir à cette réforme. Parce que si cette réforme n'aboutit pas, alors comme il l'a dit, ceux qui travaillent dans le système de gestion des finances publiques continueront la même chose et voilà, on refait la même chose et je crois qu'on n'aura pas de résultat. Je voudrais donner un exemple et taire le nom du pays, parce que j'avais travaillé sur un pays où ils ont ce problème de système informatique. Et le système informatique, à chaque fois, le cadre se plaignent que le système informatique, il y a un problème de réseau, où il ne peut pas travailler, et donc ils reviennent sur des procédures manuelles. On dit, mais c'est quoi le problème? Ils disent que non, le problème, c'est qu'il y a des rats qui, par exemple, qui détruisent les câbles, des choses comme ça. Ouais, c'était pas vrai, je mais le robinet semble être fermé. Voilà, et au fur et à mesure, quand on avait identifié un peu la difficulté, évidemment, c'est des gens qui se sont transformés en des rats et qui coupent donc les circuits. Les rats noirs. Voilà, combien c'est difficile. Donc c'est pourquoi, comme il l'a dit, il faut des méthodes. Il faut aussi sensibiliser. Il y a des gens qui estiment que la réforme, là, ils sont des perdants de la réforme. Ils ne sont pas des perdants de la réforme. Qu'est-ce qu'ils gagnent avec la réforme? Il faut les sensibiliser. Il y a aussi des gens qui sont pro-réforme. C'est là aussi, il faut vraiment leur donner un bon leadership pour qu'ils appuient les réformes. Et maintenant, au fur et à mesure, donc, il y a des gens qui sont sceptiques, qui vont aller vers des pro-réformes. Et donc, nous tous, on gagnera à aller vers les réformes. Merci. Oui, un autre aspect qui n'est pas aussi de moindre, le non-respect des cahiers de charges entre les entreprises et le pouvoir public. Ça, c'est une question qu'on a abordée tout à l'heure qui concerne un peu le dialogue secteur privé et gouvernement. Les préoccupations et les inquiétudes du secteur privé sont quand même des inquiétudes souvent fondées sur des cas concrets. Quand vous lisez les rapports annuels, les livres blancs, ils illustrent tout ce qu'ils disent avec des cas concrets, avec des dossiers illustratifs. Et donc, les services en charge de ces questions n'ont pas de réponse appropriée. Ce qui fait que le gouvernement devait être attentif et apporter des réponses claires. D'où la pérennisation du dialogue secteur privé et public de manière régulière. Cela a un double avantage. Le premier avantage, c'est d'abord adapter les politiques publiques qui gèrent un peu le secteur privé et avoir une certaine proactivité dans l'amélioration du cadre légal. Vous savez que quand vous légiférez, il était question d'entamer au préalable certaines discussions, certains débats inclusifs impliquant l'ensemble des acteurs. Et donc, ça vous permet de constater les limites de ce que vous avez mis en place et rapidement d'en améliorer le contenu. Ce qui fait que ce dialogue devait être maintenu de manière pérenne. Il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, les entreprises se plaignent souvent, par exemple, de la notion de délit de solvabilité. Délit de solvabilité, ça veut dire que quand une entreprise solvable est partie prenante dans une affaire en justice, elle est systématiquement condamnée. Et ça a été illustré de toutes parts. Alors, comment faire pour que les juges comprennent que non, les entreprises qui sont en bon état, c'est-à-dire ce sont les entreprises qui créent la richesse. Or, on s'est rendu compte que les magistrats ne connaissent pas cette logique, d'où la nécessité, l'année dernière, on a pensé organiser un colloque au niveau national quand même, pour impliquer les acteurs judiciaires à l'effet de comprendre un peu les fonctionnements du système économique. Dire qu'une entreprise qui fonctionne bien, quel est son apport? Son apport, c'est qu'elle crée de l'emploi, elle crée des recettes. Nous sommes déjà au terme de notre émission. Voilà, elle crée des recettes, etc. Et donc, elle a un impact positif. Donc, il faut vraiment l'aider à se développer, mais non la casser en la condamnant systématiquement. Ça, il faut que les parties prenantes comprennent. Oui. Peut-être une dernière question. Quelle est donc la stratégie innovante de mobilisation des ressources adaptées aux besoins des entreprises pour permettre effectivement
l'amélioration des climats des affaires au Tchad. Ok, merci beaucoup. Moi, je pense que... vous avez quelques secondes. Quand vous regardez le rapport qui a été élaboré par la Chambre de commerce lors de Semaine nationale sur la réflexion de la contribution du secteur privé à la relance de l'économie, ils ont proposé qu'il y ait des guichets spécifiques adaptés aux PMI-PME, par exemple. Nous avons aussi mentionné dans le débat que les entreprises ont du mal à lever quand même des ressources au niveau du secteur bancaire. Et donc, moi je pense qu'il faut ouvrir des guichets dédiés aux PMI-PME et leur offrir aussi des facilités. Déjà, notre code des investissements offre quand même des facilités. Quand l'entreprise vient de se créer, elle a quand même un délai où il ne paye pas l'impôt, j'allais dire. Et donc, toutes ces choses-là, c'est des facilités qui sont offertes par la charte d'investissement. Il faut les mettre en œuvre pour que ces entreprises-là aient accès donc, au financement. Mais avant cela, il faut améliorer donc, la question du climat des affaires. Voilà. Vous avez quelques secondes pour ainsi conclure notre émission. Oui, pour dire je suis véritablement optimiste. Optimiste dans les perspectives qui se mettent en place. Le chef de l'État, je crois, a beaucoup insisté au travers des orientations données aux clôtures du dialogue pour que le cadre de vie des Tchadiens puisse changer. On ne peut changer ce cadre que lorsque le monde des affaires trouve un environnement très favorable. L'État ne peut pas tout faire. Il faut que la jeunesse, l'opinion publique, les acteurs politiques comprennent que l'État ne peut rien faire, ni en termes de création de richesses, ni en termes de création d'emplois. D'où la nécessité de mettre le secteur privé au devant, lui donner toutes les chances et les conditions nécessaires pour progresser et donc créer de l'emploi, créer de la richesse. Et donc le Tchad atteindra le niveau de développement nécessaire pour la prospérité du bien-être de notre peuple. Et ça, je suis véritablement optimiste. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, nous tenons vivement à vous remercier d'avoir édifié nos téléspectateurs sur ces deux thématiques. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous venons de recevoir sur ce plateau deux éminentes personnalités. Il s'agit de Senoussi Mahamat Ali. Il est magistrat de formation, et Abdoulaye Bar Bachar, il est cadre supérieur du ministère des Finances. Il était question au cours de cet entretien du diagnostic du climat des affaires au Tchad et comment améliorer le climat des affaires au Tchad. Au revoir. Merci.